ça ne va pas le faire. Survivre en pleine nature, personne ou presque n'en serait capable. Et voilà le travail. Clara Marie Schulke, elle, si. Elle passe une grande partie de ses jours et ses nuits dehors et a vécu 1 an dans les forêts d'Amérique du Nord. La nature lui fournit tout ce dont elle a besoin. Dans l'émission d'aujourd'hui, elle équipe nos 2 animateurs du strict minimum. Tiens, Gunnar, ça c'est pour toi. Oh, un cadeau du Père Noël. Non, c'est moi qui l'ai préparé. Tu trouveras tout le nécessaire pour cette journée. Tu t'es vraiment foulé. Oh bah, il n'y a pas grand-chose. C'est vite déballé. Une bouteille vide, une corde et... Un couteau. Pas encore. Là, c'est un couteau. Pas mal. Au moins, tu pourras te défendre. Vois le côté positif. C'est très léger. Effectivement. Tu n'auras presque rien à porter. Ce sac à dos, je sens qu'il y a du favoritisme. ce sac à dos a été préparé pour toi par l'équipe de tournage. Tiens. Ah, je m'en doutais. Il est nettement plus lourd. Ils ont dû te mettre un bœuf stroganoff. Mais oui, bien sûr, avec un menu à 3 plats et une couverture chaude. J'enlève d'abord mes gants. En tout cas, c'est super lourd. Attends, je regarde. Je te le tiens? Non, ça va. Pas que ce soit trop lourd. J'ai compris pourquoi ça pesait autant. Ça, c'est pour les vitamines. Mélange de fruits secs. Barre de céréales, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fruits frais, c'est génial. Vous allez croire que je suis privilégiée, mais en fait, comme je suis enceinte, j'ai besoin de nourriture solide pour aller au bout de cette journée. Elle a pris la pension complète. On dirait. Je sens qu'on va s'amuser. Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius. Nous nous trouvons dans une forêt à l'est de Berlin. On n'est pas censé en savoir plus. Avec un objectif basique, survivre. Ça veut dire dormir, manger et boire, évidemment sans hôtel ni supermarché. Nous habitons tous les 2 une grande ville et en pleine forêt, nous sommes complètement perdus. Heureusement, nous aurons à nos côtés Clara, notre spécialiste en survie. On commence par quoi? Le plus important, c'est d'aménager sommairement un lieu pour dormir au chaud et sans danger. La priorité est de s'abriter. La première chose à faire est donc de construire un abri, sachant que la nuit, la température peut vite avoisiner les 0 degrés. C'est pourquoi il est primordial de rester au chaud. On va se bricoler un abri avec ce qu'on trouve dans la forêt. Tout à fait. Pourquoi commencer par l'abri? Parce qu'il est plus facile de trouver à manger qu'un endroit où dormir? Tu penses que tu vas trouver facilement à manger ici? Non. Ça m'étonnerait aussi. Enfin si, dans le sac de Caroline. Et pourquoi pas? C'est un scénario on ne peut plus réaliste. On part en excursion dans la nature, s'estimant bien équipé avec une carte, de l'eau, un encas et des vêtements chauds. Nous savons en effet instinctivement que notre survie implique de maintenir la température de notre corps. 37 degrés précisément. Mais que se passe-t-il si nous perdons notre chemin? Si nous sommes exposés à un froid intense et que nos vêtements ne nous protègent plus du vent, de la pluie ou de la neige? Que se passe-t-il lorsque notre température corporelle, nécessaire au bon fonctionnement de nos organes et de notre métabolisme, menace de chuter? Le froid s'attaque d'abord aux extrémités, orteils, doigts, bout du nez et oreilles. Notre corps réagit en 1 minute maximum, car au moindre signe de refroidissement, il met tout en œuvre pour maintenir sa température. L'hypothalamus, responsable de la thermorégulation, ralentit fortement la circulation sanguine. Le but, limiter la déperdition d'énergie et de chaleur au niveau de la peau. Par ailleurs, le cerveau reçoit le signal de stimuler le métabolisme et de brûler les graisses. Nos vaisseaux sanguins se contractent et nous commençons à frissonner.
Nos doigts, nos orteils et notre nez sont froids. Si cette situation se prolonge trop longtemps, elle entraîne un manque d'oxygène dans les tissus. Les cellules se fragilisent et meurent. La douleur se manifeste par une sensation de piqûre d'aiguille. Si nous restons exposés plus de 15 minutes au vent et au froid sans protection, notre corps ne peut plus maintenir sa température. Lorsqu'elle tombe à 35 degrés, soit seulement 2 degrés de moins que la normale, on parle d'hypothermie. Notre corps tout entier est parcouru de tremblements. À 32 degrés, les tremblements cessent progressivement. Nos réserves d'énergie sont épuisées. La douleur s'estompe. Sous la morsure du froid, les récepteurs sensoriels de la douleur, les nocicepteurs, ne réagissent plus. Les terminaisons nerveuses n'envoient plus d'informations au cerveau, lequel tourne au ralenti. On ne peut presque plus bouger ni parler. On est totalement désorienté. À partir de 29,5 degrés, le cerveau se déconnecte. C'est la perte de conscience. Le cœur ne bat plus qu'1 ou 2 fois par minute, au lieu de 60. Faute de secours, si notre température corporelle s'abaisse sous les 26 degrés, la mort survient. Ça ne va pas le faire. Dis-moi, t'avais prévu de finir avant la nuit? Mais si je tape dessus avec le pied... Et voilà le travail. Ça va? Oui, oui. Génial. C'était juste, mais ça va. Pour échapper au froid qui se profile, Caroline et Gunnar fabriquent un abri pour la nuit. L'entrée est composée de 2 fourches d'arbres imbriquées. Il faut consolider à ce niveau-là, sinon ça va riper. Ça ne va pas tomber au moindre... Ça tient? Aucune idée. On verra bien. Hey. Et maintenant, on met les petites branches. Oui, maintenant, vous faites une espèce de toit en disposant plein de branches de chaque côté. C'est drôle. On cherche. Évidemment, elles sont de plus en plus courtes. Construire une maison, je voyais pas ça comme ça. Le tout est ensuite recouvert de feuillage pour protéger de la pluie et du vent. Cool. Voilà, on a fini. J'avais vraiment peur que tout s'effondre. Si on veut rester au chaud par des températures négatives, il faut aussi capitonner l'intérieur avec du feuillage. On doit avoir l'impression d'entrer dans un gros tas de feuilles. Et on ajoute une autre couche de feuillage à l'extérieur. Le feuillage sert d'isolant. Exactement. Ça marche vraiment quand il fait en dessous de 0 degré? Oui, la température peut descendre jusqu'à moins 30. Il m'est arrivé de dormir dans une de ces cabanes en feuilles par moins 15. Mon Dieu. C'est possible. Sans sac de couchage. Sans sac de couchage. C'est vrai qu'on sent pas le vent. Mais je suis quand même contente d'avoir des vêtements imperméables. Et une fois qu'on s'est mis à l'abri du froid, On peut faire un feu? oui, du feu, c'est bien. L'eau aussi, c'est très important. Le plus simple, c'est de puiser l'eau d'une rivière et de la boire directement. C'est la solution de facilité. Mais si l'endroit où on se trouve ne le permet pas, il faut la traiter. Pour cela, on utilise un produit issu de la combustion du feu, à savoir du charbon. On va donc commencer par faire du feu. Caroline et Gunnar vont devoir le faire eux-mêmes, exclusivement avec ce qu'ils trouvent ou peuvent fabriquer sur place. Clara Marie leur donne un bâton de la longueur d'un bras, une planchette et aussi Il vous faut un fuseau. La 4e pièce qu'on va tenir dans la main,
c'est la pommelle. Et pour terminer, 5e élément très important, un nid d'herbe sèche. Quand je te le dis, tu fais un mouvement de scie avec l'archet. C'est un mouvement très ample. Je te dirai quand il faudra augmenter le rythme. Bon, on essaie. On y va. Très bien. Stop. Comme ça, c'est mieux. Plus vite, plus vite. Aïe. Pardon. Plus vite. Moi, l'exercice physique, ça ne me dérange pas. Mais la nuit est en train de tomber. Et vous avez un programme chargé. Tu prends le relais? Oui, si tu veux. Impressionnant. C'est un truc de fou. Voilà. Quand vous avez une braise, vous tapez tout doucement sur la planche pour la faire tomber. C'est pour ça qu'il y a ça en dessous. Prends-la très délicatement et fais-la tomber dans le nid, en faisant bien attention qu'elle ne s'éteigne pas. Doucement. Tu me mets la pression, là. Voilà, très bien. Et je renverse. Fais gaffe. Hein. Maintenant, on presse un peu le nid d'herbe et tu souffles dessus tout doucement. Tu vois? Ferme légèrement les yeux. Vas-y, à toi. Tu vois? Oui, ça s'embrase. Waouh, pas mal l'effet. Faut vite qu'on rapporte du bois, sinon ça va s'éteindre. Ouais. Le pire, c'est que c'est seulement la première étape pour fabriquer de l'eau potable. Des gens moins patients seraient sans doute allés boire de l'eau de l'étang, ou bien seraient morts de soif, lentement. Enfin, peut-être pas si lentement. Pour survivre, il est impératif de rester au chaud, mais aussi de boire. Si nous ne nous hydratons pas en permanence, nous mourrons dans un laps de temps très court. Pourquoi si vite? Chez l'adulte, le corps humain est constitué de 60 à 70% d'eau, mais il ne peut pas stocker cette eau. Sur 1 litre bu, il n'emmagasine que 200 millilitres. Boire souvent est donc indispensable. Que se passe-t-il lorsqu'on n'a plus d'eau? La déshydratation est plus ou moins rapide selon notre activité et l'endroit où nous nous trouvons. Au final, tout dépend de la quantité d'eau perdue par rapport à notre poids. Le centre de la soif est activé à partir de 0,5 à 3% de perte hydrique. Il est situé dans l'hypothalamus, où des capteurs mesurent la concentration précise d'électrolytes et la quantité d'eau dans l'organisme. S'il y a un déséquilibre entre les deux et que la teneur en eau dans notre corps baisse de 0,5%, les liquides organiques commencent à s'épaissir. L'hypothalamus donne l'ordre de boire. Si on ne le fait pas, on ressent des troubles de la concentration. Cet homme de 80 kg sue 1,8 litre rien qu'en marchant, ce qui correspond à 2,3% de la quantité d'eau contenue dans son organisme. Quelqu'un qui travaille normalement perd 2,3 litres d'eau par jour. Quelqu'un qui a un travail physique dur, 6 litres. Le corps compense les pertes hydriques en freinant la production de salive, mais aussi en diminuant fortement les capacités physiques et intellectuelles. Il en résulte des maux de tête et des troubles cardiovasculaires. Au-delà de 6% de perte en eau, soit 4,8 litres, le corps élève sa température. C'est la fièvre de soif. Entre 8 et 12% de perte hydrique, nous ressentons des nausées et des vertiges. Nous sommes désorientés et perdons notre lucidité. À partir de 14%, il y a un risque de collapsus cardiovasculaire.
une chute sévère de la tension artérielle. Notre cœur travaille en sur-régime pour pomper le sang épaissi. Entre 15 et 20%, on risque la mort par insuffisance cardiaque. Notre homme a déjà perdu 12 kilos de liquide. Selon l'effort et la température extérieure, une telle situation peut se produire après 1 jour, 3 tout au plus. Si nous ne sommes pas secourus ou si nous ne trouvons pas à boire rapidement, nous mourrons. Traiter l'eau est une technique de survie. Une fois que le bois brûlé s'est transformé en charbon, Gunnar le broie finement. J'ai ramassé du sable et de l'herbe. Ça te va comme ça? C'est parfait. Le dernier ingrédient se trouve dans le sac à dos qu'on t'a donné avant de partir. Je vais le chercher. Une bouteille vide. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas découper cette partie. OK. Et ensuite, nous empilerons à l'intérieur plusieurs couches de filtration. Évidemment, on ne se promène pas toujours avec une bouteille. Dans ce cas-là, on peut utiliser un morceau d'écorce de bouleau ou d'épicéa. Et on le plie comme un entonnoir. Ça marche aussi. C'est une autre solution. Vous partez avec un avantage. OK. C'est quoi l'ordre? Tu prends un peu d'herbe et tu la mets à l'intérieur. Je te laisse faire. Sers-toi de la petite branche. Voilà. Très bien. Plutôt de ce côté-là, le bout est plus épais. Ce sera plus facile pour tasser et tout enfoncer. Le sable est déjà très compact. À quoi ça sert de rajouter de l'herbe? Quand on dévissera le bouchon, l'herbe empêchera que tout se déverse. D'accord. C'est une sorte de tamis. On met le sable? Oui. Tu mets une couche de sable. Ça suffit? Oui. Pas plus. Tu as dit finement. Je pense que ça suffit pour l'instant. Certains ajoutent des galets. Maintenant, on va chercher de l'eau. Allez, on va à l'étang. Gunnar, tu es sûr que c'est une bonne idée? Par là, c'est pas possible. On peut toujours essayer. Si je tombe, j'aurai l'air bête, mais ça ne coûte rien d'essayer. Un bol? Ça te suffira pour aujourd'hui? Oui, Attends. on va le verser. J'en gaspille plein. Tu as un bord préféré? On va essayer. On va retirer le bouchon et voir si ça tient. Ou si tout se renverse. Oui. Ça va prendre un moment avant que l'eau s'écoule à travers. Ah, il y a quelques gouttes. Ouais, on a un peu d'eau. Elle est marron. Bien marron, oui. Un peu, oui. Il faut filtrer 8 fois en tout. 8 fois? Oui, 8 fois. Et après 8 passages, on pourra la boire. Si on ne veut prendre absolument aucun risque, il faudra aussi la faire bouillir après. S'il y a des bactéries ou des virus dans l'étang, on peut avoir la diarrhée. Et il n'y a rien de pire que d'être malade quand on est en pleine nature dans une situation de survie. Quand on a la diarrhée, on ne peut plus construire d'abri ni creuser un foyer. On a perdu la partie. Il faut rester en bonne santé. La première filtration dure depuis environ 5 minutes et il en restera encore 7. On n'est pas couché. En attendant, on vous explique à quel moment la faim peut devenir critique. Il peut s'écouler des semaines, voire des mois, avant qu'une personne ne meure d'inanition ou d'amaigrissement. Combien de temps pouvons-nous vivre sans manger? Cela dépend de la vitesse à laquelle notre poids initial baisse. Le taux de dégradation des tissus étant le même chez tout le monde, qu'on soit gros ou mince. La faim correspond à un besoin de manger. Cette sensation n'a rien à voir avec l'appel lancé par notre estomac
qui, lorsqu'il est vide, ne fait que se contracter et gargouiller. La sensation de faim à proprement parler est déclenchée par l'hypothalamus. Cette partie du cerveau accélère le métabolisme dès que le taux de sucre dans le sang diminue. La glande surrénale sécrète davantage d'adrénaline, mobilisant les forces de l'individu pour qu'il aille chercher de la nourriture. Nos sens sont exacerbés et notre potentiel d'agressivité très élevé. Si on ne trouve pas de nourriture, notre corps passe au plan B, car le cerveau a besoin de glucose pour continuer à travailler. L'hypothalamus envoie l'ordre d'inhiber la sécrétion d'insuline. Résultat, nos muscles sont brutalement sevrés. Notre cerveau accapare toutes les réserves de glucose. Au bout de 8 à 10 jours sans s'alimenter, les fonctions essentielles de l'organisme se dégradent. La fréquence cardiaque, la tension artérielle et la température corporelle chutent dramatiquement. C'est à ce moment-là que notre corps décide de puiser dans ses réserves de graisse. Dans le foie, il fabrique à partir des acides gras des corps cétoniques, une source d'énergie extrêmement importante qui permet de survivre en cas de disette. Les corps cétoniques sont en effet le seul autre carburant que le cerveau peut utiliser en dehors du glucose. Pendant un certain temps, ils assurent les besoins de notre cerveau à raison de 40 grammes de glucose par jour, au lieu de 120 en temps normal. Après plusieurs semaines à jeun, nos organes, nos muscles et nos nerfs s'atrophient, y compris notre cœur. Si nous ne trouvons pas de nourriture, nous mourrons en 70 ou 90 jours d'insuffisance cardiaque. Oui, c'est brûlant. La nuit tombe à toute vitesse. Si possible sans impureté. Oui. Attention. Parfait. Ça va faire bouillir l'eau. Ça va vraiment entrer en ébullition? Absolument. Ça va faire des bulles. Si vous voulez boire de l'eau sans risque, je vous conseille d'abord de la faire bouillir. Avec tout ça, on n'a même pas encore trouvé de quoi manger. Tu es un peu avantagé. Super le kit de survie. T'es jaloux? Elle va partager. Oui, je suis un peu jaloux. J'ai un couteau. Je vais partager avec toi. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Je ne vois que des feuilles et de la terre. Dans le cas présent, vu que le soleil est couché et qu'il fera bientôt nuit, moi j'irai me coucher sans manger et je chercherai de la nourriture demain. Mais cherchez quoi? Une pomme, aucune chance. Excuse-moi, mais il n'y a rien qu'on pourrait se mettre sous la dent. Tu dis ça parce que tu ne sais pas chercher. Mais si c'était le cas? En plus, on est en hiver. C'est vrai, on est en hiver, au mois de mars, mais on peut trouver des plantes comestibles. Des orties, des pissenlits. Tu as le gaillet des bois qui pousse sur les chemins et dans les prés. Si tu veux quelque chose de plus nourrissant, et si tu vis dans la nature comme un chasseur-cueilleur, il y a la viande et la graisse. La graisse, c'est un de nos meilleurs atouts quand on vit en pleine nature. Surtout s'il fait 0 degré ou moins. J'enlève les cailloux? Si l'eau a correctement bouilli, oui, tu peux les enlever. Tu peux y aller avec les doigts, si ce n'est pas trop chaud. Je les remets là? C'est pas trop chaud pour boire? Ça va. Enfin, je crois. Tu aimes? Et c'est bon? Ça a un goût de charbon ou de fumée. Oui, de charbon.
Ouais. Bon, merci infiniment. J'ai adoré. On a passé une journée palpitante. J'ai appris plein de choses, même si je ne sais pas si tout seul on s'en sortirait. Ah, moi, c'est sûr que non. Oui, ça demande de la pratique. Vous avez assimilé 3 des 4 rudiments de la survie et acquis de l'expérience. C'est déjà très bien. J'ai des cailloux dans la bouche. On vous dit à la prochaine. Salut, à la prochaine. S'il te plaît, je peux en avoir? Mais bien sûr. On en propose à Clara aussi? T'en veux?